did you choose the features in your new album? I mean, everybody that's on my album are artists that I was just total fans of and that I've just been listening to just the past few years and just wanted to work with. I'm honored to work with them. What's it been like producing in the hyperpop space compared to your previous albums? Producing in the hyperpop space is something I never thought I'd hear. I'd just say I've just had fun. I can't really say if it was anything different, because I don't think I didn't feel like I was doing anything different than what I normally do. Like, it's still Danny Brown. Like, I don't know. So I had fun though. When I was recording Kuranta, the first time I heard Big Trucks by Honey Gex, I was like, yo, I can do something with that. Like, you know, I would like to work with them. And then, you know, time progressed. I went to rehab, and during rehab, that's when the new album that came out. And I would get my phone 30 minutes a day. I listened to that album every day, and then, you know, thank God for the Spotify algorithms. And once I got out, I remember the first day I got out, I was on a plane, and Secondhand Embarrassment by Underscores came out. I was like, oh, this is dope. I like this. I was kicking it with Dart one day. And he was like, what you listen to? I was like, I listen to Honey Gex. He's like, man, you should check out Frost Children. And then that opened up a whole new world, yeah. I remember I was just online, I was just talking about Daria Core and Jane and stuff like that. Because I didn't know Jane was Leroy. I didn't know that. And then eventually I met Jane and Jesse. And then Jesse was friends with everybody. He knew everybody. So I was able to just kick it with Jesse. I was like, yo, I want to work with Underscores. I want to work with them. And he'll reach out to them. Then we'll link up. We get in group chats and Discords and talk. And it almost like we were, you know, building relationships and being friends for like a year before we even started making music together. So, and I'll go to their shows, they'd come to mine whenever we were in town together or something like that, and we were just hanging out. It wasn't no pressure, it wasn't no stress. I was working with people I was fans of. To now you're like, oh my God, this is amazing. So just to be able to be gone and 100 years later, some kids are discovering my shit on some, you know, probably listening to it on a hologram or something, and they can see it or whatever. All they gotta do is think about the name of the song, it's gonna play in their head. But if something like that's happening, even though I wouldn't be around to see it, but if something like that's happening where somebody in the future is listening to my old shit and they getting inspired to do something new from my old shit, that's my goal in life, to keep that music shit going. Or for some kid from the hood that's probably like, you know, damn, this motherfucker was doing like experimental hip hop shit back then, and not having to feel weird because he's not making shit that his friends don't like, you know, and they see somebody like me and be like, yo, I like Danny, I'm doing like Danny did it, you know. So if I can just keep that tradition going, I'm happy with that. Pendant de longues années, j'ai souvent entendu, on va dire ces 15 dernières années, on a souvent parlé dans le hip-hop d'un Big Three. Big Three qu'on parlait généralement du hip-hop de ces 15 dernières années, c'était Kendrick Lamar, J. Cole et Jimmy. Voyez là, c'était souvent ceux qui étaient présentés comme le Big Three un peu du hip-hop. Je pense que quand on le disait, c'était beaucoup plus par la domination des ventes que vraiment quelconque regard un peu artistique, un peu de cette époque-là. Mais moi, j'ai jamais été d'accord avec ce Big Three là. J'avais jamais été d'accord. Pour moi, je trouvais que le truc là, pas mis à part un, donc vous pouvez comprendre un peu que c'est la seule personne qui faisait partie de ce Big Three là. Pour moi, le Big Three du hip-hop de ces 15 dernières années, c'était Kendrick Lamar, of course. Kendrick Lamar, dont je ne le présente plus, dont je vous ai fait énormément de sujets sur la page, dont j'ai énormément développé aussi de choses aussi sur lui, qui est peut-être pour moi le plus grand artiste de hip-hop. Je ne dis pas l'un, mais le plus grand artiste de hip-hop de ces 15-20 dernières années. Et qui, si tout se passe bien, on pourrait même le mettre même comme le plus grand de tous les temps. Ça ne serait pas fou de le mettre à ce niveau-là et à cette dimension-là, parce que je pense que avec le succès commercial et la qualité fabuleuse de sa discographie et trucs là. Et puis il y avait un autre gars que je mettrais. Au risque de surprendre, Lord Sweatshirt. Lord Sweatshirt pour moi, il est un peu le digne héritier de MF Doom. C'est-à-dire que
pour moi, s'il y a quelqu'un qui, je pourrais mettre aussi Mike, il y a beaucoup d'héritiers de MF Doom, mais celui qui est peut-être le grand héritier de MF Doom, c'est Earl Sweatshirt avec ses métaphores qui t'emmènent loin, et la qualité de ses albums, que ce soit Earl, mais surtout à partir de Doris, I Don't Go Outside. C'est un fabuleux album aussi, comme Some Rap Song, et j'en passe et tout. Des discours faits, même si je vais pas écouter son dernier album et tout. Sweatshirt est pour moi un peu la version 2.0 de MF Doom, mais celui qui, lyricalement parlant, en flow et tout. On me dirait, mais pourquoi tu mets pas Tyler, the Creator? Tyler, the Creator, moi je le vois plus comme un personnage pas qui rappe mal et qui les trucs, hein. Non, de moi, mais Tyler, the Creator, je l'ai toujours plus ou moins vu comme un personnage un peu à la Kanye West ou à la Pharrell Williams. Quelqu'un qui a une grande artistry et tout. Mais je ne le mets pas, je le réduis pas à un rappeur. C'est comme si je mettais Childish Gambino à un rappeur aussi. Je les réduis pas parce qu'ils ont une artistry que je trouve largement supérieure à être réduit qu'à un rappeur. Mais après ça, si je pourrais citer encore le dernier et celui qui va nous intéresser aujourd'hui et tout, celui que je considère véritablement aussi, s'il n'y avait pas Kendrick comme peut-être le plus grand artiste de hip-hop de ces 20 dernières années, et tout ce qui fait que je mets Kendrick au-dessus de lui, c'est la dimension médiatique et commerciale un peu qu'il peut avoir, même s'il a du succès dans l'indépendant. Danny Brown. Danny Brown est pour moi l'un des plus grands artiste de hip-hop de ces 20 dernières années, notamment de par l'éclectisme de sa discographie. Il est le David Bowie du hip-hop. Comme David Bowie, et j'avais déjà fait cette comparaison avec aussi The Weeknd et tout, c'est des gars qui ont eu des airs différentes. Ils sont passés, ils ont changé de persona tout le temps, ils ont eu des airs différentes, leur album ont des concepts différents, n'hésite même pas à pousser des trucs là que je pense à de hybrides, quand je pense à Triple X, quand je pense à Old, dont je vous ai fait un sujet là qui est un fabuleux sujet aussi que je pense que j'ai fait sur ma page, que ça soit Atrocity Exhibition aussi, qui est l'un des plus grands albums de hip-hop des années 2010, par sa complexité, You Know I'm Saying, Caranta, qui était très son album le plus sérieux, et puis là qui est pour moi ça une bombe atomique qui me marque depuis 4 jours, 5 jours, depuis vendredi que je l'ai suivi, mais je m'attendais déjà à ça. Stardust où littéralement on a affaire à un album qui est à la limite de l'EDM, de l'expérimente, mais surtout de la scène hyper pop que j'adore et que je sais pas, j'ai jamais réussi à faire un sujet. Notamment une seule personne, je pense un peu, dont je vais vous parler un peu à la suite de l'analyse que je suis en train de faire là. Stardust, je n'avais pas tripé sur un album comme ça, estampillé soi-disant hip-hop, depuis To Pimp a Butterfly. C'est-à-dire qu'un album, il y a des albums qui m'ont plu, il y a des albums que j'ai adoré de hip-hop ces dernières années, mais je dis de là à être euphorique et de le suivre non-stop depuis 4 jours, 6 jours, 7 jours, il faut retourner à To Pimp a Butterfly, un album de hip-hop comme To Pimp a Butterfly. Stardust est juste sur le genre hip-hop, quelque chose qu'on n'a jamais entendu, jamais vu et jamais... Je pouvais pas imaginer, en tout cas, je pense que c'était le seul qu'on pouvait rapper sur des productions hyper pop, parce que véritablement cet album là met en avant toute cette fabuleuse scène de l'hyper pop un peu. Quand je pense à Gene Remover, quand je pense à Underscore, quand je pense à 84, Frost Children, Zena, Namdi, toute cette scène un peu trans hyper pop un peu, parce qu'il y a beaucoup de trans qui travaillent là-dedans, trans LGBT qui travaillent là-dedans dans cet album là. Toujours, il ne pouvait que avoir Danny Brown pour aller dans cette direction-là, travailler, pouvoir rapper sur des compositions aussi barrées que
ce truc-là. Je suis un incroyable fan de l'hyperpop un peu. Depuis l'hyperpop un peu qui est un peu le prolongement un peu de la vaporwave et de la PC music mis un peu en avant par des E.G. Cook et E.G. Cook, Charlie XX, mais surtout au niveau Tricks.never et puis j'en passe et tout. Mais surtout quand j'écoute ça, je vois maintenant comment Sophie, cette fabuleuse Sophie là, dont je vous avais fait un sujet au début de ma page et tout, l'importance de Sophie dans ces 10 dernières années musicalement un peu, et comment elle a créé énormément d'enfants là. Quand je dis d'enfants, je pense spirituellement un peu, parce que quand tu écoutes Gene Remover, dans leurs albums solo, Underscope, 84, Frosty Dawn et tout, quand tu écoutes ça, ce sont les enfants de Sophie. Ce sont les enfants, et quand je dis enfants spirituels, musicalement, ce sont les enfants de Sophie. C'est la continuité de ce que Sophie avait fait, la paix à son âme, la manière dont elle était morte était un peu tragique en Grèce. Pour ceux qui savent un peu l'histoire de comment elle était, comment Ryan a commencé à chercher aussi à travailler avec elle. Et comme vous pouvez le voir, l'article qui apparaît sur le truc, Danny Brown voulait déjà travailler avec Sophie. Avant que malheureusement elle est mort, il avait une envie de travailler avec Sophie, plus ou moins, même s'il travaille pas avec Sophie là maintenant et autres et tout, je pense qu'il travaille avec ses enfants spirituels et autres et toute cette scène fabuleuse de la hyper pop qui est vraiment en train de dominer le son underground expérimental électronique depuis quelques années. C'est vraiment l'héritage de Sophie qu'on voyait là. C'est pour ça que moi je me rappelle même à l'époque où j'avais fait le sujet, je disais Sophie, elle est peut-être l'une des artistes les plus impactantes et influentes de ces prochaines années qui arrivent, et là on le voit 3 ans, 4 ans, quelques années plus tard, on le voit maintenant devant nous. Et l'album là, Stardust, qui peut rappeler un peu une référence à, je pense que, comme je l'ai dit, Danny Brown est un incroyable fan de David Bowie, qui peut rappeler un peu Starman, un peu de David Bowie, mais surtout aussi, je le vois aussi comme le début un peu du nouvel ère encore de Danny Brown musicalement. Comment ça, comme un peu avait pu l'être un peu la trilogie de Berlin pour David Bowie à l'époque, ou si vous vous souvenez bien un peu, si vous connaissez l'histoire, il avait fait l'eau, il était parti à Berlin pour commencer il avait quitté la drogue et tout ce qui était à substance illicite pour être plus clean, et qu'il a commencé à faire de la musique clean. En étant plus clean, Danny Brown aussi, Stardust aussi, c'est surtout quand tu écoutes les paroles de l'album là, les paroles, des trucs, que ce soit le premier morceau de l'album de Book of Daniel ou même encore All For You, et plusieurs de ces morceaux-là, il y a vraiment une sorte de gratitude d'avoir pu sortir un peu de cette spirale un peu d'addiction forte. Et c'est le premier album non seulement où Danny Brown est moins sombre par rapport à 40 où il était beaucoup plus grave un peu dans le ton, beaucoup plus tôt, que c'est l'album où Danny Brown est le plus joyeux, on va dire un peu, le plus heureux, on va dire un peu. Et dans ce qu'on écoute un peu qu'il fait là, dans la manière un peu dont il fait sa musique là, on sent une approche qui sera totalement différente dans le truc là-bas, et c'est pour ça que il a choisi de vouloir travailler avec ces gars hyper pop, parce que quand dans l'hyper pop il y a toujours ce côté coloré et autres. J'aime beaucoup cette musique l'hyper pop là, PC music et autres, c'est très coloré. C'est une bande un peu, c'est une scène un peu, si vous voulez, où il y a des gens qui n'hésitent pas un peu à prendre dans le sample du jeu vidéo, le sample des vieilles pubs, trucs, et où ils mêlent un peu des éléments de l'EDM un peu dans leur morceau. Et moi, il y a plein de vibes comme ça, et surtout même comment il arrive à placer des lyrics et autres, tout. J'ai beaucoup été ému en l'écoutant Book of Daniel. Book of Daniel m'a beaucoup marqué parce que dans Book of Daniel, il y avait vraiment un récapitulatif un peu de la vie de ces 2 dernières années de Danny Brown, comment il a réussi à sortir de
non pas seulement de sa dépression, mais surtout de son addiction et autres et tout. C'est vraiment un album qui fait état un peu de ça. Et il y en a plein de trucs comme ça. J'ai adoré Flowers aussi avec 85 et 85. Les deux collaborations, fabuleuses collaborations entre Underscore, que ce soit Copycat et Baby, surtout Copycat. Copycat pour moi c'est un tube. C'est quelque chose qui devrait même être dans les radios. Pour moi, je n'arrive pas à croire qu'un son comme ça ne soit même pas dans le Billboard US numéro 10, numéro 15, numéro 20. Parce que pour moi, ça, c'est un son qui doit tourner en radio, normalement. Que ça soit l'originalité, que ça soit le côté dance, que ça peut avoir là, ces trucs là, vous l'entendez un peu en fond là, parce que j'aimais un peu l'instrumental en fond. J'espère que YouTube va me faire chier par rapport à ça. C'est peut-être le son pour moi de cette fin d'année et tout et tout. Avec Baby aussi, il y a toujours un rapport aussi très brut un peu aussi dans l'approche musicale. Et puis il y a l'avant-dernier morceau aussi qui m'a beaucoup marqué là, The End, avec Ta Ukrania, que je connaissais pas du tout, cette fabuleuse rappeuse un peu. Tanya Zenani et Zitoni dans avec Ta Ukrainienne un peu qui s'écrit cette ukrainienne un peu. J'ai beaucoup été touché par ce morceau là parce que quand j'ai vu qu'elle rappait en ukrainien, je suis parti un peu chercher savoir un peu qu'est-ce qu'elle voulait raconter, et comme je me doutais bien, ça a un rapport un peu, ce qu'elle rappait un peu faisait un peu un rapport un peu à ce que vit en ce moment un peu les Ukrainiens, un peu avec la guerre qui est très 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 vive un peu en ce moment là-bas. Et plus ou moins il y avait cette poésie un peu, je dirais un peu révolutionnaire, un peu plus ou moins par rapport à la situation qui vit en Ukraine. Je trouve que c'est un beau morceau un peu qui parle un peu de ça, et je trouve que c'est très beau. Très beau que Danny Brown ait réussi à placer ça. I Love My Life, comme vous entendez encore avec Danny, qui est une fabuleuse rappeuse aussi, comme vous pouvez le voir ici. Tous ces morceaux là me rendent turbine, mais surtout aussi ce que je suis content un peu avec Danny Brown, un peu comment à son âge qu'il a, parce qu'on parle de quelqu'un qui a 45 ans maintenant, 44 ans, on va dire un peu, il est au milieu de sa quarantaine et tout, qui a réussi à percer à l'âge de 30 ans, qu'on peut voir maintenant une discographie aussi fabuleuse et tout. Ce qui me plaît en ce moment un peu aussi avec lui et tout, c'est de voir comment il a travaillé avec tous ces artistes LGBT trans, sans pour autant faire une promotion d'un agenda, mais c'est la première fois que je vois un afro travailler avec 80% des gars qui sont trans et LGBT dans son album. Je veux pas un afro de rappeurs, MC noir afro travailler avec 80-90% des artistes LGBT. Donc pour moi quelque part il y a, sans le vouloir, il y a comme ils disent là-bas, un statement social un peu par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est très beau de voir un afro et autres tout qui n'est pas dans le stéréotype et autres tout. Et je l'ai déjà dit, hein. Moi, les trans, les LGBT ou tout musicalement, c'est toujours des gens que j'ai envie d'écouter. Moins dans le cinéma, par contre. Dans le cinéma, je les aime pas trop et autres tout, parce que ils sont un peu comme les afros ou, excusez-moi, aussi les juifs un peu. Parfois, leurs films essaient trop de faire des films politiques par rapport à leur communauté. Souvent. Je parle des trans, afro et tout, c'est pour ça que j'ai souvent du mal avec le film et tout, mais musicalement, il y a toujours ce côté coloré, il y a toujours ce côté outsider, que tu pourrais être une sorte de vision un peu moderne, un peu de la musique, de ce que j'appelle un peu la outside music, que tu pouvais voir un peu les mecs un peu comme Daniel Johnston le faire, un peu à une certaine, je sais pas que je compare, hein, mais je parle un peu en termes d'état d'esprit un peu et tout. Et ces gars-là sont exactement comme ça, avec leur reine-mère qui est pour moi Sophie, qui est un peu la reine-mère un peu de tous ces artistes de ce genre-là, et que Danny Brown amène le hip-hop dans cette version-là, il pousse encore le hip-hop dans cette version-là en faisant un album qui est vraiment un album un peu un hymne à sa sobriété retrouvée. On parle vraiment pour moi top 5 des albums de l'année. Franchement, en 2025, ces derniers mois aussi, j'ai été gâté, hein. Entre le sujet que je vous ai fait sur Daniel César, entre les derniers albums que j'ai écoutés ces derniers mois, je trouve qu'on est vraiment gâté avec ce truc là-bas. Et Stardust
Stardust est encore un nouveau tour de force de Danny Brown. Je me demande un peu ce qu'il va prévoir à l'avenir maintenant. Peut-être encore une autre truc. Mais comme il le dit, sa quête c'est d'arriver à faire un truc à la Black Star, à la David Bowie, un peu comme vous pouvez le voir un peu. Comme vous pouvez le voir un peu sur l'interview qu'il a donné à Billboard là. C'est quelque chose que je trouve génial et tout. Et franchement, je vous conseille de l'écouter. Si vous avez un peu le truc de vous écouter. Et d'écouter aussi les albums de Underscore, hein. De ces gars-là, Underscore, Gene Remover et tout. J'ai adoré leurs albums aussi. Et tout. D'ailleurs, même l'album d'Underscore. Les 2 derniers albums d'Underscore que j'ai beaucoup aimé. Que ce soit Fishmonger, que ce soit aussi Wall Socket. J'ai beaucoup adoré ces albums-là et tout. N'hésitez pas aussi à découvrir un peu ces artistes-là. Et tout, c'est vraiment magnifique. Et franchement, je ne peux que vous conseiller cet album-là. C'est mon album de cette fin d'année. C'est mon album préféré. Mon album hip-hop préféré de cette année. Franchement, chapeau Danny Brown. Je suis curieux de voir ce qu'il va proposer dans quelques années prochaines encore et tout. Mais en tout cas, fabuleux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.